Le président de la République en Iran derrière le faste, la réalité des échanges économiques. Une majorité rétrécie rend l'Allemagne plus difficile à gouverner. Jacques Chirac en Corrèze lance une croisade pour le Rassemblement national. Où l'on voit réapparaître le banquier Feriel enlevé il y a une semaine. À quoi servent et à qui servent les entretiens de Bichat, c'est le dossier du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République et son épouse sont donc depuis quelques heures les invités officiels du Shah d'Iran au pays de l'histoire millénaire, de l'art antique et du progrès industriel grâce au pétrole. À l'arrivée de Concorde, escorté par une escadrille de chasseurs fantômes, le Shah et la Shabanou ont souhaité la bienvenue à leurs hôtes avant de les inviter à prendre place dans les carrosses impériaux pour rejoindre la capitale, pavoisée aux couleurs des deux pays, au milieu de la foule des écoliers en tenue provinciale et des applaudissements. Mais tout de suite, avec nos envoyés spéciaux en Iran, le reportage de ces premiers instants sur le sol iranien. 3h30 de vol Paris-Téhéran, Valéry Giscard d'Estaing repartira jeudi avec le DC-8 présidentiel. Mais cet après-midi, pour l'accueil officiel dans la capitale iranienne, le président français a préféré le Concorde, l'image de prestige déjà utilisée à l'occasion d'autres déplacements, notamment aux États-Unis. Mais ce n'est sans doute pas un hasard, et encore moins ici à Téhéran, les options prises sur le Concorde par le gouvernement iranien n'ont toujours pas été confirmées. Ce pourrait être la surprise de ce voyage. Spectaculaire aussi cette volonté de voir les relations entre Téhéran et Paris devenir beaucoup plus qu'un simple lien d'amitié. Il y avait cet après-midi dans l'accueil des Iraniens un enthousiasme qui n'avait rien de protocolaire. Pays résolument tourné vers les techniques les plus modernes, mais qui conserve et qui conservera les fastes les plus traditionnels de la cour impériale. Ainsi, faire Paris-Téhéran en Concorde et parcourir 2 kilomètres aux côtés du Shah d'Iran dans ce somptueux carrosse escorté de laquais en livrée. Derrière moi, la tour Chagad, symbole de l'Iran moderne. Première porte de Téhéran après l'aéroport, elle a aujourd'hui tout juste 5 ans. Et les Iraniens disent que si elle paraît inachevée, c'est qu'en fait elle ne représente que les premiers fondements d'un nouveau départ de l'Iran. Plus tard, on pourra construire sur ces piliers qui renferment déjà musées, cinéma et théâtre. Ce nouveau départ, il a un nom, c'est le pétrole bien sûr. Aujourd'hui, l'Iran est devenu le 2e fournisseur de la France. Mais il n'y a pas que ça. L'économie iranienne est en plein essor. Des studios de télévision magnifiques, un métro en construction, bref, de quoi faire beaucoup d'envieux et de quoi créer aussi beaucoup de besoins. Résultat, les ventes françaises ont progressé en Iran de 120% l'année dernière. Et elles atteignent pratiquement un niveau comparable à celui des exportations françaises en URSS. Mais la France ne peut pas s'endormir sur ses lauriers. Poliment, mais fermement, le Premier ministre iranien a rappelé hier aux industriels français qu'ils ne devaient pas être casaniers et qu'il manquait un petit peu de courage de temps en temps. Tous les contrats que Jacques Chirac a décrochés il y a 2 ans, il faut les confirmer maintenant. Car derrière, il y a les concurrents étrangers, toujours prêts à l'affût pour décrocher ces marchés. Je crois que c'est la raison principale du voyage de Valéry Giscard d'Estaing. Schmitt se succède à lui-même en tant que chancelier d'Allemagne fédérale, encore que son adversaire chrétien-démocrate Helmut Kohl ne désarme pas et réclame depuis hier soir pour son parti le droit de former un nouveau gouvernement. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les difficultés ne font que commencer pour Helmut Schmitt. Dans une Allemagne coupée politiquement en deux avec une opposition de droite très forte, nous reviendrons dans un instant avec Michel Meyer, notre correspondant à Bonn, sur les conséquences de ce maigre succès pour la social-démocratie. Michel Meyer, je vous le signale en passant, qui est l'auteur d'un livre dossier sur la RFA, l'Allemagne inachevée. Mais d'abord, les faits, c'est-à-dire les résultats du vote d'hier et leur première analyse. Les chrétiens démocrates, avec 48,6% des suffrages, redeviennent derrière leur leader Helmut Kohl le parti le plus puissant d'Allemagne. Tel est le principal enseignement de cette 8e législature de la République fédérale allemande. Un verdict sans vainqueur ni vaincu, peut-être, encore que la formule ne soit guère politique. Pour M. Kohl, au contraire, les chrétiens démocrates sont en état de gouverner, et il l'a dit avec force après le verdict d'hier soir.
Petite défaite pour les uns et triomphe inquiétant pour Helmut Schmidt. Son parti social-démocrate recule de 3,2% des voix et ne doit son petit succès qu'à l'aide des libéraux. Résultat, 50,5% pour cette coalition contre 48,6% aux chrétiens démocrates. L'Allemagne semble, elle aussi, coupée en deux. Et à l'Assemblée, au Bundestag, la majorité d'Helmut Schmidt est réduite à 8 voix. Les libéraux de M. Genscher sont donc les véritables maîtres du jeu. Et pour résister, M. Schmidt est pratiquement condamné à gouverner au centre, au milieu ou entre les récifs. Art, wie die Meinungsbildung in der Freien Demokratischen Partei in dieser Frage zustande gekommen ist, zeigt, dass die Voilà donc les résultats de cette élection très importante pour l'Allemagne. Je pense à Bonn, Michel Meyer, que vous avez suivi avec nous ce rappel. Et la première constatation que l'on pourrait faire, c'est que l'Allemagne vient d'entrer dans le club de plus en plus fréquenté des pays coupés politiquement, du moins en deux. Est-ce que cette constatation, ajoutée à la très forte pression de la droite dans cette élection, ne va pas rendre la vie difficile ou impossible au chancelier Schmidt? Eh bien, je crois que tout d'abord que l'on peut constater qu'avec 8 voix de majorité au Bundestag, on peut gouverner, et Helmut Schmidt en est tellement convaincu qu'il a décidé de poursuivre la coalition avec les libéraux et de gouverner. Cela dit, on peut penser que dans les prochains mois ou dans les prochaines années, avant la fin de cette législature, les chrétiens démocrates essaieront en quelque sorte de débaucher les libéraux et de les amener dans leur camp. À mon avis, ce sera très difficile car les libéraux sont loyaux dans l'état actuel des choses et beaucoup plus unis que dans le passé. Il y a donc moins de risque d'effritement de la coalition au pouvoir à Bonn qu'entre 69 et 72 où Willy Brandt avait vu de mois en mois sa majorité au Bundestag s'effriter. Mais ça ne sera pas facile tout de même. Ce ne sera pas facile. Cela dit, il y aura dans l'immédiat une sorte de polarisation de la vie politique allemande, une sorte de durcissement. Helmut Schmidt sera beaucoup moins serein dans ses décisions intérieures et extérieures, mais je ne pense pas que la vie politique allemande sera troublée outre mesure. Ces élections ont en effet prouvé le bon fonctionnement de l'appareil démocratique allemand, un fonctionnement qui est aussi bon apparemment que celui de la machine industrielle allemande. Merci. Avant de passer aux affaires françaises, une information grave en provenance d'Espagne. Un conseiller du royaume, donc un collaborateur du roi, a été assassiné cet après-midi à San-Sébastien, ainsi que 3 autres personnes. Monsieur Araluche y Villar regagnait son domicile en voiture. Le meurtrier, un jeune homme, s'était dissimulé dans le hall d'un immeuble. Je n'ai pas d'autres détails pour le moment sur cette affaire. Je viens seulement d'apprendre que le Conseil des ministres espagnol a été convoqué ce soir en réunion extraordinaire, une réunion présidée par le roi, et que l'ETA revendiquerait l'attentat. L'appel d'Égletons restera-t-il dans l'histoire? Sûrement dans celle de la Ve République, pour l'histoire tout court, les années qui viennent nous le diront. Jacques Chirac, hier soir, devant plusieurs milliers de sympathisants, a lancé dans un style très gaullien un appel très précis aux Français, très pressant aussi, pour qu'ils se rassemblent derrière lui dans un combat contre l'opposition et dans un combat pour la France. Un appel qui comporte bien des ambiguïtés, qui pose aussi bien des questions. Nous y reviendrons avec le point de vue de Guy Thomas. Mais d'abord, le discours d'Égletons, c'était hier soir, assez tard, en Corrèze, et vous allez en découvrir les images. En Corrèze, M. Chirac est chez lui, et bien chez lui. Nous en avons encore eu la preuve hier soir, la salle qui l'attendait lui était acquise d'avance. Pour donner le ton, derrière la tribune, les portraits des 2 premiers présidents de la Ve République. Le 3e, M. Chirac va tout de suite préciser qu'il lui reste loyal. Certains, aujourd'hui, voudraient m'opposer au président de la République. Ils perdent leur temps. Ce préambule ne va pas empêcher M. Chirac de critiquer l'action de M. Giscard d'Estaing tout en développant le programme qu'il souhaite voir adopté par l'UDR. Programme largement inspiré du général de Gaulle, indépendance nationale, participation, mais aussi réforme fiscale. La réforme ne consiste pas à amender, à améliorer, à s'amuser avec quelques textes. Il faut alors procéder à une refonte complète d'un système. C'est le cas maintenant. J'en ai acquis la conviction de notre système fiscal, qui est, reconnaissons-le, trop complexe, insuffisant et souvent injuste. La fiscalité de demain devra bien sûr permettre une plus juste appréciation des revenus de chacun, mais elle devra surtout être assise
non seulement sur la dépense et les revenus, mais aussi sur le capital. Troisième thème, selon l'ancien Premier ministre, la majorité actuelle va à l'échec. Il se propose donc de renouveler l'UDR, de la transformer en un vaste rassemblement qu'il appelle travaillisme français. Mon rôle, au milieu de vous, soutenu par vous, est de montrer le chemin, et je vais le faire. Après tout, si l'honneur et le risque m'en reviennent, c'est que d'autres, plus anciens, n'ont pas cru devoir ou n'ont pas pu en prendre la charge. Je m'adresse à tous les Français, sans exclusive aucune, pour que se constitue le vaste rassemblement populaire que la France a toujours su tirer de ses profondeurs lorsque le destin paraît hésiter. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir quel prolongement aura le discours de M. Chirac, qui certes a triomphé hier soir, mais c'était dans son fief au gymnase d'Égletons. Ce discours de Jacques Chirac nous reporte 30 années en arrière. Peut-être vous en souvenez-vous, c'était à Strasbourg, le 7 avril 1947, dans un grand discours, le général de Gaulle lançait le RPF. Entre les deux péroraisons, celle du général et celle de Jacques Chirac, les termes sont trop voisins pour que ce ne soit pas voulu. Le général de Gaulle, il est temps que se forme et s'organise le rassemblement du peuple français. Jacques Chirac, vous venez de l'entendre, je m'adresse à tous les Français sans exclusive pour que se constitue un vaste rassemblement populaire. Je sais que la majorité d'entre vous souhaite ce rassemblement. Dans les deux discours, même défiance affichée à propos des partis politiques, même tonalité générale. Mais les comparaisons s'arrêtent là. En 1947, la France était exsangue, ruinée, les Français ne mangeaient pas à leur faim, il y avait des cartes de rationnement, il n'y avait pas de voiture, la France ne figurait pas comme aujourd'hui parmi les 5 premières nations du monde pour la richesse. En 1947, le régime politique de la France, né d'une constitution adoptée à une faible majorité, n'était guère adapté aux difficultés du moment et aux nécessités du monde moderne. En 1947, enfin et surtout, celui qui invitait les Français à se rassembler s'appelait le général de Gaulle. Or, en dépit de son passé glorieux, de son prestige immense en France et dans le monde, le général de Gaulle devait attendre 11 ans pour que son vœu se réalise, pour qu'une grande partie des Français se rassemble derrière lui. 11 ans de guerre coloniale, de sang, de malheur, débouchant sur le drame algérien qui entraîna la chute d'un régime usé. Ce passé encore récent, Jacques Chirac le connaît mieux que nous, sans doute. Il lui fixe les limites de son entreprise, car, quels que soient ses desseins, aucun homme politique, bien sûr, ne souhaite que de nouveaux malheurs s'abattent sur le pays. Jacques Chirac ne sera pas présent à l'Assemblée demain pour l'ouverture véritable cette fois de la session d'automne puisqu'il n'a pas encore retrouvé son siège de député. Une session qui s'annonce très importante, très mouvementée même, avec dès demain le début du débat de politique générale. Ce sera une première pour le Premier ministre Raymond Barre qui devra défendre la politique de son gouvernement alors que l'opposition envisage toujours de déposer une motion de censure. Parmi les premiers orateurs inscrits figurent les grands ténors de la majorité de l'opposition. Je vous signale, ou je vous rappelle plutôt, que vous pourrez suivre ce débat en direct de l'Assemblée à partir de 16h30 demain sur Antenne 2. Le mystère Feriel est éclairci, mais l'affaire Feriel ne semble pas pour autant terminée. L'homme d'affaires a été retrouvé dans la nuit par Francis Lopez à la suite d'un mystérieux coup de téléphone. Qui a enlevé M. Feriel? Pour quelle raison? Pour quelle raison également a-t-il été relâché sur demande de rançon? Quel rôle éventuel Lopez joue-t-il dans cette affaire? Autant de mystères qui demeurent ce soir sur les Hauts-de-Cannes. Les yeux fatigués par 9 jours d'obscurité car on lui bandait les yeux, mais l'esprit vif malgré les somnifères qu'on lui donnait, François Feriel a été libéré cette nuit à 20 km de Nice, dans le cimetière du Cros de Cagnes, sans avoir versé la moindre rançon. Hier matin, le chef du commando m'a dit « Ce soir, tu seras libéré. On te conduira pas trop loin de chez toi et tu seras libéré. Et tu n'auras pas plus de rançon à donner. »
qu'il avait été question de 600 millions, 300 millions, 80 millions. Et après, il a certainement eu une raison pour dire qu'il ne voulait plus rien. Parce qu'on ne fait pas un travail comme ça pour rien. Tout à fait au début, il était question de me tuer. Et vous l'avez dit? Oui. Au début, on a dit, on va te tuer. Et ils ont tout fait après pour me nourrir, pour que je ne prenne pas froid, par contre toujours attaché. Je présume que ces gens étaient 5 à 6. Je pense que ce ne sont que des exécuteurs. Il n'y avait pas un patron là-dedans? Si, il y a un patron. Si. Il n'y a pas le patron de l'affaire, alors? Ah non, pas un patron de l'affaire, mais il y a un chef de commando. Ouais. Vous ne trouvez pas étrange qu'il n'ait pas réclamé de rançon? Mais je suis le premier à me poser la question. Et pourquoi? Ils vous ont dit qu'ils étaient coincés, qu'ils ne pouvaient pas négocier cette rançon, qu'ils ne pouvaient pas la récupérer? Non, pas du tout, pas du tout. La rançon, ils m'ont dit à moi. Le chef de commando m'a dit, nous ne voulons pas de ton argent, on ne le prend pas. Ces gens ont vu comment je me suis comporté avec eux. Je me suis comporté en homme, pas plus, ni plus ni moins. Mais quand des gangsters enlèvent quelqu'un et réclament une rançon, c'est pas parce qu'on se comporte en homme que ces mêmes gangsters ne réclament plus ensuite de rançon. Et je pense qu'ils n'ont pas voulu faire le travail. Je ne pense pas qu'on abat un homme comme ça s'il n'y a rien, même pour une rançon. On avait dit que vous auriez pu monter ce stratagème pour dissimuler de l'argent ou parce que vous étiez fatigué, parce que vous étiez en train de faire divorcer. Je peux vous dire que tous mes biens sont à vue de tout le monde, que je n'ai rien dissimulé et que je n'ai pas à faire de quoi que ce soit. Vous pensez que l'on voulait réellement vous enlever ou que l'on voulait vous déplacer? Ou vous neutraliser un temps? Je pense que peut-être dans 2-3 mois, je trouverai peut-être une solution à cela. Pour le moment, je ne peux rien vous dire, mais je pense savoir qui a fait ça. L'instigateur serait dans votre famille? Je ne peux pas vous répondre. Vos proches? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ou des gens qui connaissent votre famille? Je vous dis, on verra ça un peu plus tard, je ne peux rien dire. C'est certainement. Dans ces trois cas, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une solution. Pourtant, bien des ambiguïtés subsistent encore, et on a par instant l'impression d'être entre la série noire et la comédie de boulevard. On a peine à croire enfin que les gangsters aient refusé de réclamer la rançon. À mon avis, je pense que si j'avais accès aux dépositions, toutes les dépositions qui sont faites à la police, je crois que je pourrais trouver la raison. Les policiers, eux, pour l'instant, ne semblent pas croire à une telle histoire, et le mobile ne leur apparaît pas clairement. Ils ont entendu ce matin François Fériel durant 2 heures, d'autres auditions semblent prévues. Georges Ségui, aujourd'hui, dans une conférence de presse, a qualifié le plan Barre d'ultra-inflationniste. Selon lui, dans ce plan, tout est fait pour le profit, rien pour le progrès. À cette occasion, le secrétaire général de la CGT a fait part d'une enquête de sa centrale sur le blocage des prix, d'où il ressort que ce blocage n'est qu'un bluff et qu'au contraire, des prix ont augmenté depuis de 10 à 50%. Enfin, il a accusé l'indice officiel de l'INSEE de n'être qu'un gadget antisocial et il réclame d'urgence des négociations sur un nouvel indice. C'est en Concorde que certaines délégations sont arrivées à Manille, aux Philippines, pour l'assemblée annuelle du Fonds monétaire international. Une assemblée qui devrait être importante au moment où les remous monétaires sont toujours d'actualité. Mais l'absence des principaux ministres occidentaux fait craindre qu'ils n'en sortent que de médiocres résultats. Les problèmes débattus à Manille sont pourtant très graves. Outre les soubresauts des monnaies, il y a aussi les ventes d'or du FMI et surtout l'aggravation de la pauvreté dans les pays du tiers-monde. Monsieur Earl Butz a démissionné. Monsieur Butz, que vous voyez ici, est le ministre américain de l'Agriculture qui avait tenu des propos racistes à l'égard des Noirs, notamment sur leurs habitudes sexuelles, vestimentaires et leurs habitudes d'hygiène. Gaffe considérable en pleine campagne électorale et qui risquait de faire perdre de nombreuses voix au président Ford, juste au moment où la cote de celui-ci remontait sérieusement dans les derniers sondages. D'autant que Jimmy Carter en avait aussitôt profité pour attaquer son concurrent, qualifiant d'ignobles les propos du ministre de l'Agriculture. Des pirates de train. Eh oui, cela s'est passé hier soir en France dans la forêt de Chantilly. Un commando d'une douzaine d'hommes a immobilisé le Nord Express Paris-Copenhague-Moscou après avoir maîtrisé le conducteur et le mécanicien du train. Les hommes ont ensuite distribué des tracts aux passagers pour protester contre l'emprisonnement d'un Norvégien et d'un Français en URSS.
Ces deux hommes sont retenus à Moscou pour y avoir distribué des tracts anti-soviétiques. Le train a pu repartir après 2 heures d'immobilisation. Le Grand Palais, à Paris, est transformé depuis quelques jours en un véritable musée, mais un musée vivant et animé, puisque les 85 marchands qui exposent à la Biennale des Antiquaires, c'est de cela qu'il s'agit, vendent et éventuellement achètent. Ce que l'on peut dire, c'est que même dans une situation économique difficile, les Français et surtout les étrangers esthètes sont toujours autant intéressés par les beaux objets d'art, surtout s'ils sont très vieux et très beaux. Et par conséquent, le marché de l'Antiquité se porte bien, même si certains ne veulent pas l'avouer. Dans la caverne d'Ali Baba du Grand Palais, le sésame ouvre-toi, un carnet de chèques bien rempli. C'est un meuble de quelle époque? C'est un meuble fin 18e, fait par Röntgen, probablement pour Catherine II de Russie. Vous trouvez moins d'amateurs en ce moment qu'autrefois? Certainement, oui. Et vous pensez que toutes les mesures économiques y sont pour quelque chose? Certainement. Parce que si nous prenons l'exemple de cette table, elle fait quel prix cette table? Je ne me souviens pas du prix, je regrette. À peu près? Ça, je regrette. Le prix de cette table, nous l'avions demandé la veille, est de 550 000 francs lourds. Déclarer une telle somme en période d'austérité ne serait pas diplomate, mais l'antiquaire n'est pas à plaindre. Il vendra la table et dans 3 ans, elle sera encore plus chère. Le millionnaire acheteur aura fait une bonne affaire, ce qui explique le succès de la Biennale. Je veux dire que nous sommes tous assez surpris, vu les conditions générales, des résultats de la foire. Et comment expliquez-vous ça? Vu les conditions générales économiques qui sont à l'austérité, vous réussissez quand Justement, même... je ne l'explique pas. Nous constatons que personne ne se plaint. Les gens ont engagé des frais, un peu au hasard, ont eu très peur quand on a annoncé le plan d'austérité, et pour le moment, ça semble ne pas freiner réellement le mouvement des ventes. Et il fait quel prix ce cartel? 45 000 francs, 180 000 francs. Les 2 canapés valent 80 000 francs la paire. La table vaut le même prix. Les lampes valent 75 000 francs les deux. Et la pendule vaut 75 000 francs aussi. 65 000 francs. Et les vases valent 70 000 francs la paire. Il fait quel prix? Elle fait un certain prix. C'est-à-dire? Environ 200 000 francs. Il n'est pas question de discuter ici du prix des objets. Leur beauté leur donne une inestimable valeur. Et dans une période où l'on ne cesse de recommander à tous de faire des économies, nous voyons ici la preuve que plus on est riche, plus on achète, et que plus on achète, plus on devient riche. La pièce la plus chère, ce collier, sera vite emportée. C'est un collier qui fait 6 millions. Et vous avez trouvé un acheteur? Là, je ne peux pas très bien vous répondre. On m'a dit qu'il était presque vendu. Peut-être. C'est un particulier, un musée? Sur le visage de ce joaillier se reflète toute la joie des antiquaires d'aujourd'hui. L'austérité connaît pas. Les affaires seront toujours les affaires. « 12 000 médecins environ, réunis à Paris ces jours-ci pour les entretiens de Bichat, ont écouté environ 600 communications, échangé leurs points de vue, analysé leurs travaux, etc. Les entretiens de Bichat fêtaient cette année leur 30e anniversaire et sont devenus, au fil des années, une véritable institution. Mais c'est justement ce dont se plaignent un certain nombre de praticiens. Trop de publicité autour des entretiens de Bichat et surtout une trop grande vulgarisation, plus exactement une trop grande dispersion de l'information médicale peut être dangereuse car elle est réservée en principe aux médecins vers le grand public. Cela pose un problème pour les années à venir, c'est le dossier de ce journal. Une fois par an, des médecins, des généralistes, ce que l'on appelle encore médecins de famille, ont pris depuis 30 ans l'habitude de se rencontrer pendant 10 jours à Paris. Et bien sûr, quand un médecin rencontre un autre médecin, de quoi parlerait-il si ce n'est du progrès et des difficultés de son art? Cette concertation, commencée au lendemain de la guerre en 1947, alors que rien n'existait encore pour assurer le recyclage et la mise à jour des praticiens, est devenue une institution. Les entretiens de Bichat sont vite devenus la plus grande manifestation d'enseignement post-universitaire, comme l'explique l'un de ses fondateurs, le professeur Justin Besançon. Moi-même, étant père d'une enfant trisomique,
Et très vite, les amphithéâtres de l'hôpital Bichat a été trop petit. Il a fallu venir à la Salpêtrière et à la Pitié pour pouvoir recevoir tous les praticiens qui cherchaient à profiter de cet enseignement. Actuellement, vous le savez, ils sont 12 000 avec 600 conférenciers. En théorie, tout est là. Ces 3 livres contiennent toutes les communications des entretiens. Mais en fait, bien d'autres informations naissent au cours des débats. Mais peut-être les connaissez-vous déjà avant votre médecin, puisque depuis quelques années, des accords passés avec certaines radios et la concurrence entre les organes de presse font que le grand public est largement informé sur tout ce qui se dit ici. La surenchère de l'information vers le malade offre aux Français pendant 10 jours un véritable show médical. Chacun sait maintenant comment il faut soigner les cardiaques, les diabétiques, élever un enfant difficile, faire ou ne pas faire une greffe de foie. Certains médecins s'en félicitent, mais d'autres s'en inquiètent. Le danger, c'est probablement qu'on verra progressivement un certain nombre de médecins très au fait des informations se retirer et moins faire état de leurs connaissances et de leurs inquiétudes que dans le passé, dans la mesure où ils auront le sentiment que ces informations peuvent être livrées au grand public sans discussion préalable. Il y a déjà eu des petits incidents dans ce domaine. Mais je crois qu'actuellement, depuis 2-3 ans, on assiste à une opération, est-elle volontaire, ne l'est-elle pas, je ne sais pas, mais il n'est pas normal que quand on ouvre son poste de radio, on entende sur certaines longueurs d'onde une véritable publicité sur les entretiens de Bichat. Il est absolument normal que l'informateur aille chercher ses renseignements et se tenir au courant. Il vient à Bichat parce que justement à Bichat, l'enseignement étant destiné essentiellement aux praticiens, il y a déjà une espèce d'assimilation des plus récentes données de la science internationale pour la mettre à la portée du public médical et non pas seulement du grand public. Donc vous réfutez la réputation qui est faite dans certains milieux sur les entretiens de Bichat où l'on dit qu'il s'agit de plus en plus d'un forum, d'une foire à l'information médicale. J'accepte très volontiers le nom de forum. Je n'accepte pas le nom de foire. Il n'y a aucun gros lot à récolter dans les stands des entretiens de Bichat. Vous avez souvent parlé de publicité. Est-ce que l'industrie pharmaceutique participe à ce changement, disons, de la mentalité des entretiens de Bichat? Question piège. Je ne suis pas assez informé pour vous le garantir et pas assez ignorant pour le dénier. Je pense qu'il y a des intérêts conjoints qui sont certainement au départ très remarquables et très dignes d'intérêt, mais qui peuvent éventuellement conduire à des actions dont le caractère publicitaire peut être dangereux pour tout le monde. En résumé, vous n'êtes pas contre tout ça, mais vous pensez qu'il faut mettre un peu d'ordre? Je pense au contraire que les entretiens de Bichat doivent être absolument conservés. Je suis plein d'admiration pour les gens qui les organisent, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire à ce stade-là d'apporter une information brute, et que si les entretiens de Bichat devaient avoir à ce moment une action sur le grand public, ce devrait être au terme de ces entretiens un travail d'élaboration beaucoup plus poussé qui permettrait annuellement de faire le point sur un certain nombre de grands problèmes, mais pour un public qui entre-temps aurait reçu toutes les informations et toute l'éducation sanitaire qui est nécessaire pour comprendre des problèmes aussi graves que le cancer, la survie à tout prix, les risques à la naissance et le déficit de la sécurité sociale. Pas d'informations sauvages? En matière de médecine, des informations sauvages, ça se termine toujours par un petit peu plus de maladie, un petit peu plus de déception. Et je pense que le médecin n'a pas à participer à l'entretien d'illusions qui quelquefois sont extrêmement dangereuses. Pourtant, la rencontre de 12 000 personnes, le contenu de 600 conférences, doivent sûrement permettre une bonne information du médecin et une utile formation du public, à condition peut-être de ne pas considérer que celle-ci ne soit que la retombée de celle-là. Une nouvelle sportive avant de jeter un coup d'œil sur la météo, le forfait de plusieurs joueurs de Saint-Étienne sélectionnés dans l'équipe de France pour le match de samedi à Sofia dans la Coupe du Monde. Il s'agit de Larquet, Farison, Revelli et très probablement Rocheteau. Le temps donc, aujourd'hui les températures ont été sur la plus grande partie de la France un peu plus basses, à l'exception des régions méditerranéennes et de l'Alsace. Demain matin, il y aura encore quelques orages sur la Corse et partout ailleurs d'assez nombreux brouillards.
La pluie qui tombera en début de journée sur la Bretagne atteindra l'après-midi le bassin parisien, le Massif central et le sud-ouest. Les vents seront forts sur les côtes de l'Atlantique et de la Manche. Avec toute la rédaction d'Antenne 2, je vous remercie d'avoir suivi ce journal. Bonsoir et tout de suite, le rappel des principaux titres de l'actualité. Les échanges économiques déjà au cœur de la visite du président de la République. Pour Helmut Schmidt, comment gouverner avec seulement 8 sièges de majorité? Jacques Chirac veut renouveler l'UDR et lance un appel à tous les Français. François Fériel est retrouvé, mais l'affaire n'est pas complètement éclaircie. À 23h30, la dernière édition du journal.